Salut à tous. Le bras de fer entre les États-Unis et l'Iran reste sur le fil du rasoir. Le régime iranien a durci sa rhétorique ces derniers jours, affirmant avoir établi une toute nouvelle liste de cibles visant les infrastructures énergétiques de ses partenaires du Golfe. Pendant ce temps, le BUN et le B-52 multiplient les missions d'entraînement à la base de la Royal Air Force de Fairford, en Angleterre, avec de nombreux nouveaux rapports et images les montrant décoller pour des exercices, peut être en préparation d'une nouvelle liste de cibles de leur côté. L'Iran affirme que sa liste de cibles comprend de grands champs pétroliers et des raffineries aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Koweït, au Qatar et à Bahreïn, tous des alliés clés des États-Unis dans la région qui accueille des bases américaines. L'Iran a averti que toute utilisation de leur territoire contre lui signifierait la fin de leur production pétrolière dans toute la région. Et le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, essaye de faire croire qu'il est aux commandes. Bien sûr, il va essayer de le dire. Il se met en scène et affirme que le blocus naval américain en cours relève de la piraterie et de la guerre économique. Mais la carte montre ce que les B-52 et les BUN pourraient probablement viser si ce conflit reprenait. Les éléments les plus récents sur la liste de cibles de l'armée américaine, en particulier pour les B-52 et les BUN, semblent inclure des infrastructures militaires souterraines liées aux capacités iraniennes en missiles balistiques et en drones. Voici la zone du détroit d'Ormuz et voici Eagle Base, une base secrète du CGRI, aussi connue sous le nom de base aérienne souterraine OGAB 44. Eagle 44 Base est son nom. Cela montre la nature néfaste de ce que fait l'Iran pour essayer de protéger ses différents lanceurs de missiles balistiques et ses drones Shahed. Il est probable qu'une grande partie de l'infrastructure militaire qui lui reste soit déplacée dans des bases comme celle-ci. Ce sont des cibles très difficiles. Elles sont durcies et on ne peut les approcher que par une seule direction, parce que la montagne bloque le passage. L'entrée des différents bunkers mène directement dans la montagne elle-même. La question est de savoir pourquoi ils ont des bunkers qui entrent dans la montagne. À l'origine, il s'agissait probablement d'une base de chasseurs. Des F-4 et des F-14 y opéraient probablement. C'est pourquoi les voies de circulation sont si larges. Ce serait un sacré trajet hors route pour faire sortir un F-14 de là. C'était probablement la fonction initiale de ces installations. Il y a d'autres portes ici. C'est un immense complexe montagneux souterrain et ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Au départ, leur priorité était probablement les chasseurs, mais ils se concentrent maintenant sur les missiles balistiques parce que leur ensemble de cibles inclut désormais les infrastructures pétrolières de leurs voisins du Golfe, avec l'intention de les frapper plus durement qu'auparavant selon leurs propres déclarations. C'est ce que disent les éléments les plus radicaux en Iran. C'est leur levier de pression. Les chasseurs descendaient cette route, puis sortaient par ici. Il y a aussi des dépôts de munitions par là. C'est pas seulement dans la montagne, c'est aussi sous terre, juste là. En regardant la structure de la piste elle-même, le plan est clair. Les chasseurs sortaient par les voies de circulation et arrivaient à la piste ici, mais c'est pas la meilleure configuration. Ils devaient descendre et s'ils voulaient décoller dans l'autre direction, ils devaient faire un demi-tour complet sur la piste. Cela limite les opérations et réduit le nombre de chasseurs qu'ils peuvent lancer. C'est pour cette raison que l'Iran a pratiquement transformé toute son armée de l'air en organisation de missiles balistiques et de drones Shahed avec quelques chasseurs irréguliers encore en vol. Vous ne voudriez pas avoir ces gars-là sur votre aile. Apparemment, des F-4 iraniens ont escorté le Premier ministre pakistanais. Si j'avais été à sa place, j'aurais dit « Merci pour l'offre, mais nous savons que vous n'avez aucune formation sérieuse et nous ne voulons pas que vous nous percutiez en plein vol. Est-ce que vous pouvez simplement nous protéger depuis le sol ? Avez-vous des drones qui pourraient nous protéger ? Ce serait probablement plus sûr à ce stade. » Littéralement des drones Shahed volant en formation, parce que c'est ce que l'Iran sait faire, pas les chasseurs. Cette base dispose de nombreuses infrastructures, casernes, quartier général du CGRI, installation de maintenance et toutes ces activités réunies ici dans cette structure.
Mais l'objectif est d'enterrer autant de matériel militaire que possible, en particulier les missiles balistiques, dans des endroits comme cette base souterraine Eagle Dogab 44. Ce n'est qu'une des 12 que l'on peut trouver en fouillant la carte. Il y en a une autre juste à côté, littéralement ici. La question la plus importante est de savoir ce qui pourrait se passer avec les négociations en cours en ce moment et qui est réellement aux commandes en Iran. Quelqu'un est-il encore aux commandes à ce stade, à part quelques brutes armées d'AK-47 ? Cela pourrait apporter un peu de lumière. Encore une fois, c'est le Far West, mais une publication donne une idée de ce qui pourrait se passer à l'intérieur du régime lui-même, dans la partie interne du régime qui pourrait être en train de se fracturer. La publication affirme que le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de brigade Ahmad Vahidi, qui semble désormais avoir été promu major général, joue un rôle clé. Félicitations pour cette promotion sur le champ de bataille. En gros, les généraux iraniens n'ont pas une très longue durée de vie en Iran en ce moment, donc il est promu relativement vite. D'un côté, il y a Ahmad Vahidi. De l'autre, Mohammad Ghalibaf. Il est intéressant de constater que Ghalibaf ne s'est pas rendu à Islamabad. Il avait été le principal négociateur auparavant, mais c'est maintenant Arakchi qui se rend à Islamabad pour les négociations. Alors quelqu'un comme Vahidi a-t-il décidé que Ghalibaf n'était pas assez radical et voulait réellement venir à la table avec un accord ? C'est plausible. La publication affirme que le cercle intérieur a bloqué à plusieurs reprises les tentatives du président du Parlement, Ghalibaf, et d'autres responsables pragmatiques visant à pousser le régime vers une position de négociation plus souple. Vahidi semble avoir pris le dessus dans sa lutte pouvoir interne et devrait probablement façonner l'approche du régime envers les négociations et la guerre avec une position maximaliste et intransigeante. Ghalibaf ne dispose probablement pas pour l'instant du levier nécessaire pour modifier cette trajectoire de manière significative. Des rapports ont observé une rivalité intra-régime soutenue entre Vahidi et son cercle intérieur, d'un côté, et le bloc pragmatique qui comprend Ghalibaf, Pezeshkian et Arakchi, de l'autre, depuis la fin mars. Cette rivalité a montré une divergence importante entre les deux blocs sur la manière d'aborder la guerre et les négociations. Sommes-nous surpris qu'un homme dur du CGRI prenne le contrôle ? La divergence est apparue pour la première fois autour du 28 mars, lorsque Pezeshkian a critiqué les actions du CGRI dans la guerre. Pezeshkian a ensuite accusé Vahidi et les commandants du quartier général central de Khatam al-Anbiya, dont un général de brigade du CGRI, d'agir unilatéralement et d'alimenter l'escalade. Cela ne me surprend pas. Un bloc pragmatique en Iran se heurte aux membres les plus radicaux du CGRI, qui sont maintenant en train de prendre et de consolider le pouvoir. Nous ne sommes pas vraiment surpris, n'est-ce pas ? Pendant ce temps, à la base de la Royal Air Force de Fairford, en Angleterre, les B-52H Stratofortress montent fortement en puissance. Ces bombardiers sont de véritables monstres capables d'emporter une charge massive de JASSM air, des missiles air-sol interarmés à distance de sécurité et à portée étendue pour les amateurs d'acronymes. Ce sont des armes capables de frapper profondément en Iran depuis plusieurs centaines de kilomètres sans même avoir à entrer dans l'espace aérien iranien. Si la situation repart, les États-Unis ne pourront pas simplement survoler à nouveau l'Iran. Ils devront attendre et voir quel type de missile solaire l'Iran a sorti de ses réserves. La Chine l'a-t-elle aidé avec de nouveaux missiles solaires avancés ? Donc, avant de faire entrer un gros bombardier en Iran même, les États-Unis utiliseraient probablement des armes à distance de sécurité, c'est-à-dire des missiles de croisière lancés à plusieurs centaines de kilomètres depuis le B-52 lui-même. Des observateurs en Angleterre disent qu'une nouvelle vague de missions d'entraînement préparées est en cours en ce moment. Ces bombardiers pourraient potentiellement être prêts à frapper sans retenue les sites de stockage de missiles balistiques en Iran si le fragile cessez-le-feu s'effondre. Les sites apparus sur la carte ne représentent qu'une partie du tableau. Il existe des centaines d'installations souterraines de stockage de missiles balistiques en Iran. Elles ont être été autrefois des bases de chasseurs, mais l'Iran les transforme maintenant en abris pour missiles balistiques et drones Shahed.
La puissance maritime et la puissance aérienne américaine pourraient se combiner dans les prochains jours pour relancer toute cette affaire si ces fragiles discussions de cessez-le-feu échouent. La Maison-Blanche a confirmé que l'envoyé spécial Steve Witkoff et Jared Kushner se rendent au Pakistan pour échanger avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Mais il est très intéressant de voir que Ghalibaf, le négociateur initial, a maintenant été écarté des négociations. En gros, il n'a pas été retenu dans l'équipe A des négociations, peut être parce qu'il n'était pas assez radical comme le suggérait cette publication. Apparemment, dans la diplomatie version Trump, l'équipe A désigne celui qui s'est lancé le regard le plus dur avant que les caméras ne commencent à tourner. Les responsables américains présentent cela comme une occasion d'écouter les Iraniens, tandis que l'Iran insiste sur le fait qu'aucun dialogue direct n'est prévu. Ils veulent parler par l'intermédiaire de médiateurs. La marine américaine continue de faire respecter le blocus des ports et du transport maritime iranien avec de récentes interceptions. Même si certains rapports affirment que les stocks de munitions américains diminuent, ils sont être plus bas qu'avant, mais les États-Unis sont préparés à des opérations soutenues de ce type. C'est aussi le moment pour les États-Unis de se réarmer, de recharger et de se préparer à de nouvelles frappes en élaborant de nouveaux ensembles de cibles. Il est probable qu'au Pentagone, des bureaux travaillent actuellement sans relâche pour préparer de nouveaux ensembles de frappes et être prêts au cas où. Faire confiance, mais vérifier. L'Iran dit vouloir négocier, mais les États-Unis ont déjà entendu cela. Ils feront donc confiance tout en vérifiant et ils s'assureront de disposer de véritables ensembles de cibles si les choses redeviennent cinétiques. Cinétique signifie simplement larguer réellement des bombes. Il existe toutes sortes de formes de guerre. Il y a la guerre électronique qui est une guerre par onde d'énergie. Et puis il y a la guerre cinétique qui signifie de véritables bombes d'acier capables d'entrer en action et de frapper des cibles. Cette approche mesurée des États-Unis montre une réelle patience stratégique. Ce qui se passera ensuite pourrait tout changer dans ce conflit si les négociations ne débouchent sur rien. Du côté iranien, l'Iran a déjà lancé des centaines de missiles balistiques, de drones et de missiles de croisière contre les infrastructures du Golfe appartenant à ses voisins. Il a endommagé l'oléoduc Est-Ouest de l'Arabie Saoudite et coupé 700 000 barils par jour avec ce seul pipeline, en plus de frappes contre l'installation de gaz naturel liquéfié de l'île de Das aux Émirats arabes unis et contre d'autres installations en Arabie Saoudite et au Koweït. L'Iran a désormais placé toutes les grandes installations pétrolières de 5 pays du Golfe directement sur sa liste élargie de cibles, affirmant qu'il les écrasera si les États-Unis reprennent leurs frappes. Le régime parle dur. Il refuse de négocier sous ce qu'il appelle des menaces. Il affirme que le détroit d'Ormuz restera fermé jusqu'à la levée du blocus. Ce sont des paroles audacieuses, mais à ce stade, le régime joue un jeu très dangereux. Pete Hegseth a qualifié les actions en cours en Iran de cadeaux au monde et a déclaré que le blocus durait aussi longtemps qu'il le faudra. Je pense qu'il tient quelque chose. Pensez à ce dur de Vahidi, ce major général du CGRI, avec une arme nucléaire, 10 000 missiles balistiques et potentiellement des centaines de milliers de drones Shahed. Des quantités massives de drones Shahed. Une fois ce point atteint, il n'y aurait plus rien à faire contre leurs missiles nucléaires et ils l'utiliseraient probablement. Pensez-vous que ce Vahidi radical va faire preuve de pragmatisme et dire non, discutons-en simplement? Non. Il n'a qu'un marteau. Alors pour lui, tout ressemble à un clou. Le président Trump a déclaré qu'il voulait le meilleur accord et a dit donnez-lui du temps. Il a insisté sur la patience stratégique, mais il a averti qu'il y aurait une pression renouvelée dans le détroit d'Ormuz s'il n'était pas entièrement rouvert. Les États-Unis restent extrêmement clairs sur cette position. Il est donc probable que le centre des discussions à Islamabad soit le suivant. L'Iran va-t-il rouvrir le détroit d'Ormuz? Si ce n'est pas le cas, les États-Unis maintiendront la pression sur l'Iran d'une manière qui nuira encore davantage à son économie. Rien ne dit mieux diplomatie patiente que d'aiguiser le couteau des sanctions tout en souriant devant le parterre de journalistes.
souvenez-vous des destroyers de classe Harley-Burke et des sous-marins. Des sous-marins se trouvent actuellement sous les eaux du Golfe pour faire respecter le blocus. Mener des opérations ISR, c'est, à dire de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, suivre des véhicules sous-marins sans pilote et faire continuellement tout ce qu'ils peuvent pour écraser l'économie du régime iranien qui reçoit un demi-milliard de dollars par jour en vendant du pétrole à la Chine. Les États-Unis utilisent aussi une ISR persistante et des drones avancés, potentiellement des drones Anduril Fury, s'ils ont déjà été déployés sur ce théâtre. Ils seraient très utiles pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, y compris pour repérer les mines. Le drone Squire vole aussi juste au-dessus de l'eau et il peut observer sous la surface grâce au sonar et à d'autres technologies pour repérer les mines elles-mêmes. Mais pour l'instant, la véritable histoire de la dissuasion et de la pression sur le régime iranien, ce sont le Bun lanceur et le B-52 Stratofortress qui intensifient leurs opérations à la base de la Royal Air Force de Fairford afin de s'assurer qu'ils sont affûtés comme des rasoirs si le conflit reprend. Ils s'entraînent intensément pour les frappes à longue portée qui seraient au cœur de cette mission. Le B-52 peut emporter des dizaines de missiles de croisière JASSM et air. Des images le montrent avec ces JASSM sous l'extérieur des ailes. Ils peuvent mener des attaques dévastatrices à distance de sécurité contre des cibles profondément enterrées, comme les sites souterrains de stockage de missiles balistiques, les installations de production de missiles et les centres de commandement du CGRI depuis une position située bien au-delà des défenses aériennes iraniennes. Puis il y a le Bun avec sa vitesse supersonique, sa charge utile massive et sa capacité à larguer des bombes de précision anti-bunker capables d'atteindre des sites souterrains durcis. Des bombes anti-bunker de 5000 livres tombant d'un B1 serait le pire cauchemar de nombreux sites qui abritent encore probablement des missiles balistiques. Ces deux bombardiers sont comme un grand frère et un petit frère dans Step Brothers. Ils aiment tous les deux le guacamole et ils aiment tous les deux les armes à distance de sécurité. Est-ce qu'ils viennent de devenir meilleurs amis ? Cela nous amène à la section d'analyse stratégique en 40 coups d'échec. Si les attaques reprennent, l'Iran répondrait probablement avec un essaim de drones et de missiles de croisière visant les infrastructures énergétiques du Golfe. C'est pourquoi la technologie micro-ondes de haute puissance pourrait être une option de défense plus intelligente pour les partenaires du Golfe. Ces systèmes peuvent griller l'électronique d'essai entier de drones à la vitesse de la lumière, offrant un moyen non cinétique et rentable de protéger les champs pétroliers et les raffineries critiques. Si cela devient cinétique, avec des bombes tombant des Bun et des B-52, les partenaires du Golfe devront renforcer la protection de leurs différentes infrastructures énergétiques et les protéger de nouvelles manières que l'Iran n'anticipe peut-être pas. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Bonjour et à bientôt.